Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. Dans quelques instants, nous accueillerons sur ce plateau Pascal Robert, chercheur au CNRS. Il revient d'une mission en Antarctique. Nous allons chercher à comprendre les raisons de son déplacement qui a duré 13 mois et qui s'est déroulé dans des conditions très difficiles. En attendant, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Il n'y a pas de calcul à faire. Portrait d'un prof passionné, Patrick Mort enseignait la lecture et l'écriture à de jeunes appelés quasi analphabètes avant de se retrouver professeur des écoles à Villerwald. Des rues noires de monde, en particulier dimanche après-midi, le Festival des Arts de rue de la Saint-Paul a tenu ses promesses avec ses spectacles de rue, ses nombreuses terrasses et la variété des exposants. Il suffisait de franchir la passerelle sur la Sarre pour se rendre à la fête de l'eau et de la rivière, l'occasion d'assister à la remise du pavillon bleu des ports de plaisance. Go met en relation les créateurs d'entreprises. Le salon organisé par la Chambre des métiers en partenariat avec la Casque s'est tenu au centre de communication à Smart. Marie Red livre une musique pop-rock simple qui évoque parfois le groupe français Superbus, un groupe qui ose chanter dans la langue de Molière. Nous les rencontrons dans les coulisses de Cubic. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Le droit, et c'est bien connu, mène à tout. Patrick Mort en est un exemple. Après ses études, il s'est retrouvé au service juridique à l'armée dans le cadre de son service militaire. Là, il a eu l'occasion de se porter volontaire pour enseigner la lecture et l'écriture à de jeunes appelés quasi analphabètes. Et c'est ainsi qu'est née sa vocation d'enseignant. Après quelques années en poste à Sarralbe, il est aujourd'hui professeur des écoles à Villerwald où il assure les cours de la classe de CE1 tout en étant en même temps le directeur de l'école. Portrait de ce prof passionné, signé Julia Bitran. Les mauvaises langues disent que les enseignants choisissent ce métier pour deux raisons, juillet et août. Pour Patrick Mort, c'était une vraie vocation, la transmission des savoirs. À l'origine, il s'était plutôt imaginé enseigner au collège, voire au lycée. C'était avant de découvrir l'école primaire, d'abord les CM2 pendant quelques années, puis les CE1 depuis presque 10 ans. Avec la particularité des professeurs des écoles, il faut enseigner toutes les matières. C'est un avantage et un inconvénient, évidemment. L'inconvénient, c'est qu'on a des heures et des heures de préparation tous les soirs. D'un autre côté, on touche à tout et ça nous permet de suivre l'enfant réellement sur sa semaine et sur son année. L'année touche à sa fin, c'est très bientôt les grandes vacances. Et dans la cour de récré, ça se sent déjà. Les programmes sont tous bouclés ou presque, du coup les écoliers ont droit à un peu plus de temps pour s'amuser. On travaille jusqu'à la dernière seconde. Non, évidemment, le rythme n'est plus le même, même si on continue malgré tout les apprentissages. Les récrés sont un peu plus longues, encore que vu le temps qu'on a ces derniers temps, on fait aussi court que d'habitude. Mais non, à vrai dire, la dernière semaine ou les 15 derniers jours sont vraiment consacrés. Alors, ça dépend des niveaux. En ce qui me concerne, plus à des travaux de révision. Pour moi, le programme est bouclé. Pour d'autres collègues, c'est plus compliqué. La collègue de CM2, le programme de CM2 est extrêmement chargé. Donc, il est vrai que sa programmation prévoit vraiment de travailler quasiment jusqu'au dernier jour. En plus d'enseigner toutes les matières à ses 23 élèves de CE1, Patrick Mort est le directeur de cette école de 140 élèves. À Villerwald, il y a 6 classes, ce qui octroie au directeur un jour de décharge hebdomadaire durant lequel ses élèves sont pris en charge par un remplaçant afin qu'il puisse se consacrer à ses activités de directeur. Et quand Patrick Mort parle de ses fonctions de directeur, pour lui, c'est avant tout l'occasion de chasser des idées reçues. Le directeur est une tâche un peu compliquée. Parce que pour la plupart des gens, le directeur est le supérieur des enseignants, ce qui n'est absolument pas le cas. On est simplement un primus inter pares, un premier parmi les autres, ce qui ne nous confère aucun pouvoir hiérarchique par rapport aux autres enseignants. Nous avons simplement, en plus de notre activité d'enseignant, une tâche administrative. L'avantage pour Patrick Mort, aussi bien en tant que directeur qu'en tant qu'enseignant, c'est que dans un village, les parents d'élèves ont tendance à plus s'impliquer. Mais tout n'est pas rose pour autant, et la vie quotidienne dans l'école comporte des bémols. On est dans une société qui a un discours qui se voudrait très demandeur, très en attente par rapport à l'école, sur toutes les questions d'autorité, par exemple. Quand on discute avec les parents, il faudrait qu'on laisse rien passer.
De mon temps, c'était pas comme ça. Quand je rentrais avec une punition, je refaisais la même. Si l'enseignant, etc., etc. Et ce sont finalement les mêmes qu'on retrouve dans son bureau venir contester la punition qu'on a mis à leur enfant parce que il est rentré à la maison en pleurant, qu'il a dit que c'était pas justifié ou que c'était pas de sa faute. Voilà, donc on est dans une situation un petit peu schizophrénique où on a le discours qui doit s'adresser aux autres et puis son propre comportement qui est complètement en décalage par rapport à ça. Et l'éducation des enfants reste un vrai problème. Elle commence dans le cercle familial et doit se prolonger dans les écoles. Mais où sont les limites d'intervention des uns et des autres ? Qu'est-ce qui est bon pour l'enfant ? Les réponses font débat, mais avant tout, il convient de laisser agir le bon sens. Les cumulus encombrent le ciel. On nous annonce du beau temps pour le week-end. Et d'ici là, Laetitia nous donne les prévisions de demain. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Francis, bonjour à tous, voici la météo de ce mercredi. La perturbation nous concerne pratiquement toute la journée avec des précipitations durables et parfois modérées. Un coup de tonnerre est encore possible par moment, matérialisant des orages cachés dans la masse nuageuse. Côté température, de 14 à 16 degrés le matin, mais pas plus de 18 à 20 degrés en journée. Pour le reste du pays, temps gris sur le centre, l'Île-de-France et la Manche, et ciel clair pour l'Aquitaine et la Croisette. Température de 13 à 20 degrés pour le nord et de 17 à 25 degrés pour le sud. Mercredi 3 juillet, nous fêtons les Thomas. Le soleil se lève à 5h31 pour se coucher à 21h39. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Vous l'avez compris, pour faire de bonnes affaires, rendez-vous dans l'un de ces 8 magasins et profitez de soldes exceptionnels. Bobo le Dino, c'est un espace jeu et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Le tri, ça finira bien par rentrer. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, Hello Kitty, Tans et pour les jeunes branchés Adidas, Little Marcel, Ben. Des marques complètes pour un vaste choix et les toutes nouvelles valises Samsonite, légères comme une plume. Majuscule au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. La paroisse Saint-Marc vous invite à Sirstal ce samedi 6 et dimanche 7 juillet pour sa grande kermesse. Dimanche, animation non-stop de 11h à minuit dans une ambiance conviviale.
Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À partir de 21h, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise Place Sibylle, suivi d'un grand défilé militaire. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région, tiré des berges de la Sarre. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 13 au 21 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Envie d'avoir votre maison dans un cadre calme et verdoyant à 15 minutes de Sarreguemines? MH Habitat vous propose 5 magnifiques pavillons à Rohrbarley Beach. L'intérieur est prêt à être décoré, le chauffage installé. Le tout est à la norme BBC basse consommation. Votre maison au choix de 79 à 134 mètres carrés sur un terrain de 5 à 12 arts pour un prix allant de 167 000 à 235 000 euros. Le terrain est compris. 5 opportunités MH Habitat à saisir dès maintenant. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du RL aujourd'hui, Bartoli poursuit son parcours à Wimbledon. 7 ans après Amélie Mauresmo, le tennis français se met à rêver. En page région, les profs de philo retiennent leurs notes. Ils entendent dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. La rétention des résultats a duré 24 heures. Le lycée Albert Schweitzer de Beach se voit amputé de sa filière froid et conditionnement d'air. Il manque des élèves alors que tous les jeunes formés trouvent du travail. La suite des infos dans le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Et la tradition a été respectée. Cette année encore, le Festival des Arts de rue de la Saint-Paul a bénéficié d'une météo clémente. Il a attiré des milliers de visiteurs. Les spectacles de rue, les terrasses et les exposants ont assuré l'animation. Guillaume Dumonteil. La rue Poincaré, rebaptisée rue des Potiers. Cette année, pour la Saint-Paul, le passé céramique de la ville de Sarreguemines était particulièrement mis à l'honneur. Une quinzaine d'artisans venus parfois de loin présentaient leurs créations et façonnaient sur place de nouvelles pièces. La possibilité de visiter les musées gratuitement renforçait la volonté de présenter aux visiteurs les activités de l'ancienne manufacture. Cette initiative a été appréciée. C'est très bien, ça fait rappeler un peu le souvenir, parce qu'il ne reste plus rien à part le musée. C'est très bien de revaloriser un peu la région. Comme les potiers, les visiteurs étaient invités à exprimer leur créativité. En déambulant dans les rues, on pouvait découvrir une multitude d'univers. Ainsi, sur le square de la vieille ville, le théâtre Burle présentait le spectacle Petites histoires de la forêt. Il était question d'un homme parti à la découverte de l'esprit et des habitants d'une forêt extraordinaire. Une découverte poétique de la nature, au cours de laquelle les spectateurs réagissaient et s'extasiaient à l'apparition de chaque nouveau personnage. C'est le comédien lui-même qui les a créés. Le public était ravi. J'adore tous les spectacles, j'adore la Saint-Paul. Et je me demande pourquoi ils ont inventé ça, parce que je me demande qui a inventé ça, parce que je lui dis bravo, quoi. Des amoureux de la Saint-Paul, on en retrouvait également le samedi soir, traditionnel temps fort du festival. La compagnie Remue Ménage, avec son cortège de musiciens et de flamants roses, déambulait à travers les rues du centre-ville, entraînant dans son sillage les spectateurs. Certains se laissaient même aller à quelques pas de danse. C'est la première fois que je viens et je pensais pas qu'il y avait des événements culturels aussi importants près de chez moi. L'affluence massive de festivaliers a ravi les organisateurs. Nous avons toujours une estimation dans les 30 à 40 000 spectateurs. Je pense qu'on y sera vraiment, puisqu'en début d'après-midi de ce samedi, nous avions
plus de monde que le samedi de l'année dernière. Les personnes qui ne pouvaient pas se rendre au festival le samedi bénéficiaient d'une session de rattrapage le lendemain. Les mêmes artistes étaient présents sur les 2 journées, à l'exception de la place du marché où des groupes de musique différents se produisaient dimanche par rapport à samedi. Et en fin de journal, restez avec nous, nous reviendrons sur la Saint-Paul en images. En attendant, on franchit la passerelle sur la Sarre pour se rendre sur la rive droite. C'est là que se tenait la fête de l'eau et de la rivière. Cette manifestation organisée par l'association Lorraine en partenariat avec la municipalité était l'occasion d'organiser la cérémonie de remise du pavillon bleu des ports de Plaisance. Guillaume Dumonteil, Jean Birkel. Lorraine fête ses 20 ans en beauté. Cette association, qui est installée dans la Pauline, au port de Plaisance de Sarreguemines, est un artisan indéniable de l'accueil réservé aux plaisanciers et qui fait du port de Sarreguemines un port d'excellence. C'est ce que rappelle l'Ancre d'Or, qui lui est décernée par l'Association nationale des plaisanciers en eau intérieure, ou le pavillon bleu européen des ports de plaisance, qui pour la 11e année consécutive a été remis à la ville de Sarreguemines. Le port de Plaisance a été créé en 1993 et à l'époque c'était Robert Pax qui était le maire et je pense qu'il est juste de dire que la ville a depuis cette époque-là toujours eu une volonté touristique, une volonté politique de développer le tourisme, ce qui n'était pas évident il y a encore 20-25 ans. Et nous y avons tous cru et aujourd'hui plus que jamais, même si la compétence tourisme en tant que telle est dévolue à la communauté d'agglomération, les 2 collectivités, la ville en ce qui la concerne, la communauté d'agglomération pour l'office du tourisme, continuent à développer cet axe économique important. En 2012, le port de Sarreguemines a accueilli plus de 700 bateaux. D'après Voies navigables de France, le canal de la Sarre est le seul en France à avoir connu l'an passé une hausse de fréquentation d'environ 2% grâce au plan incliné d'Arskirchen et au port de Sarreguemines. Les ambitions, on en a tous, mais c'est des ambitions de notre comité. On a des ambitions pour Sarreguemines, des ambitions pour notre association. Des ambitions pour Sarreguemines, je dirais, il faudrait agrandir un tout petit peu différemment le port de Plaisance pour l'accueil, parce que c'est vrai que les places sont restreintes. Pour notre association, je dirais qu'on a besoin d'un peu plus d'équipement pour faire partager aux Sarregueminois, je dirais, un petit bateau promenade le week-end, le dimanche, pour que les familles puissent également profiter de notre très belle Sarre. Il faut croire qu'un rendez-vous dominical aurait de quoi attirer. Il suffit d'observer l'intérêt que portent les visiteurs aux activités proposées dans le cadre de cette fête de la rivière, sur la Sarre et aux abords, comme le veut la tradition faïencière de Sarreguemines. Et à noter que le conseil municipal de Sarreguemines a voté vendredi dernier un point concernant l'activité du port de Plaisance et de la halte de Steinbach. Un délégataire doit être prochainement désigné pour exploiter le port et notamment créer un garage à bateaux où on pourra louer et entretenir son équipement. Go, un titre en 2 lettres, mais qui fait passer le message de la Chambre du commerce et de l'industrie, ainsi que la Chambre des métiers. L'événement s'est tenu au centre de communication à Smart, sur place, Thomas Drouin. La création et reprise d'entreprises tient salon. La Chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle, associée à la Chambre de commerce et d'industrie, a organisé une journée de rencontres au centre de communication de la Smart. Étaient présents tous les acteurs de la création d'entreprises en Moselle-Est pour répondre aux questions des créateurs et leur donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Du financement aux experts comptables, en passant par les soutiens du département ou de la région. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter toutes ces informations, de mettre en lien et surtout de faire passer le message qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont vraiment, je pense, intérêt à s'entourer des différents conseils. Du côté des créateurs, tous les projets étaient les bienvenus, quelle que soit leur maturation. Des plus flous aux plus aboutis. Les conseils donnés sur les différents stands permettent aux personnes venues de se placer sur les rails de la mise en route d'une entreprise. Là aussi, la proximité au même endroit et au même moment de l'ensemble des informateurs sur la création d'entreprises est la bienvenue. Moi je suis maintenant encore salarié, donc j'ai les mêmes horaires que tout le monde.
Les personnes, quand ils arrêtent à 4 heures, ils ont les horaires aussi, donc ils veulent arrêter. Donc on a des réponses moins claires qu'ici où ils ont plus de temps. Et on va dire, si on a une question qui n'est pas de leur domaine, ils peuvent nous diriger tout de suite sur celui-là ou sur cette table, comme mon cas maintenant au niveau de l'assurance sociale. Les organisateurs précisent tout de même que l'ensemble des informations restent disponibles en prenant contact avec la Chambre des métiers et de l'artisanat ou la Chambre du commerce et de l'industrie, qui chacune ont une antenne à Sarreguemines. Une info de la Casque concernant les tickets d'entrée au centre nautique. En 2012, suite à la mise en place d'une billetterie automatique, les tarifs ont été modifiés. Malgré cette nouvelle tarification, les anciens tickets étaient encore acceptés. Attention, après le 31 août, ces anciens billets ne seront plus admis. Et pour les jeunes de moins de 25 ans souhaitant se déplacer régulièrement sur le réseau Cabus durant les vacances d'été, la Com d'Aglo propose un abonnement mensuel adapté. La carte jeune été libre circulation. Les abonnements de juillet et d'août sont en vente au service transport de la Casque au prix de 13 € par mois. Pour finir ce journal en beauté, nous vous proposons une immersion en images dans la fête de la Saint-Paul. On y voit pêle-mêle un chameau articulé, gigantesque, des jongleurs, des échassiers, des musiciens délurés, des conteurs. Bref, une grande variété d'artistes de rue étaient représentés. Les images sont de Marie-Lorraine Atamanuc et le montage de Guillaume Dumonteil. Donc, mesdames et messieurs, vous avez un jeu de 52 cartes, toutes différentes. Vous choisissez celle-là, il la devine, celle-là, il la devine, celle-là, il la devine. De toute façon, il les devine toutes. 1, 2, 3, hop, tu drops. Non, pas dans ce sens. Jaloux. Et voici ma passe préférée. Alors regardez bien les filles. Madame, regardez, c'est pour les filles. Est-ce que vous voulez voir plus haut? Plus haut, plus haut. Hôtesse de l'air. Moi, je te verrais bien hôtesse de l'air. C'est l'histoire d'un garçon qui choisit pour son métier faire hôtesse de l'air. Une incompréhension certaine accueillit son choix de cette future carrière. Tiga, 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 t'en fais pas. Tiga, 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 ça ira. Tiga, tiga, tiga. Chacun se fait sa manière de s'envoyer en l'air. On lui fit... Voilà, c'est la fin de l'info, mais restez avec nous. Musique et voyages en Antarctique sont au programme. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche à Sarreguemines un ou une technico-commerciale dans le domaine du transport et de la logistique. Le niveau Bac+2 en logistique transport est requis. C'est un CDI 35 heures. Le salaire se situe entre 35 000 et 42 000 euros. Et pour ceux qui aiment l'ambiance et la musique traditionnelle, nous laissons Daniel Sins, maire de la commune de Sirstal, nous expliquer son week-end festif.
Le week-end prochain a lieu à Sierstal, la grande kermesse paroissiale qui a lieu à Sierstal depuis 1946. C'est la plus ancienne fête du Pays de Bitche qui se déroule toujours encore dans la bonne humeur, et cette année encore ça va servir bien entendu à l'entretien de l'église, et à l'époque on a construit Fatima avec les fonds de cette belle fête. Cette année nous avons invité toute l'Autriche. Nous avons la Zillertaler und die Geigerin avec l'orchestre die Zillertaler Hadelump, et bien entendu on ne peut pas faire l'impasse sur les Alsaciens parce qu'ils viennent en nombre chez nous avec Dominique Schmidt und die Elsasser. Donc c'est un programme vraiment très très sympathique. Et le samedi soir à Heimatowet mit der Zillertaler und die Geigerin. Je crois que l'ambiance y sera comme tous les ans parce qu'on attend beaucoup de visiteurs. Je vous invite toutes et tous à venir nous rejoindre dans la bonne humeur à Sierstal le 6 et le 7 juillet à l'occasion de notre grande kermesse paroissiale. Alors, brancher la guitare est parfois une façon de croiser le fer. C'est peut-être le cas du groupe Mary Red. Du nom d'une jeune femme pirate anglaise, Mary Red livre une musique pop-rock simple qui évoque parfois le groupe français Superbus, un groupe qui ose chanter dans la langue de Molière. Nous les rencontrons dans les coulisses de Cubic. Bonjour, vous êtes dans l'émission Cubic et nous sommes Mary Red. T'as pas eu de chance de naître en enfer toute ton enfance au son de la guerre. Et réveille-toi, enfant militaire. Sinon c'est la guerre. Donc la chanson Enfant militaire parle d'un message de révolte contre tous les pays qui sont en guerre dans le monde et qui emploient des enfants soldats. Et c'est pour lancer une prise de conscience. Super, on était vraiment content de participer à l'émission. Toute l'équipe était sympa, on a pu prendre notre temps. Et on t'oubliera. Vous pouvez retrouver toutes les infos et toutes les actus sur notre groupe, sur notre site internet www.marie-red.com et sur notre Facebook. Réveille-toi, enfant militaire, réveillez-vous, sinon c'est la guerre. Aujourd'hui, dans Point de vue, nous allons partir en terrain inconnu. Notre invité est chercheur au CNRS. De retour de sa mission en Antarctique, nous allons chercher à comprendre pourquoi il est allé là-bas et comment il y a vécu au quotidien. À chacun son point de vue. Alors, Pascal Robert, bonjour. Bonjour. Alors pour nous, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Alors juste pour planter le décor, vous êtes chercheur au CNRS. Alors j'ai regardé sur Internet, le CNRS occupe 34 000 salariés. C'est quoi sa mission principale ? La mission principale, eh bien, c'est de soutenir les programmes de recherche des différents instituts, en particulier l'Institut des sciences de l'univers, l'Institut de physique aussi, et également les instituts de médecine. Et donc, moi, je fais partie de l'INSU, et à ce titre, je travaille dans un laboratoire affecté aux sciences de la Terre, qui est un laboratoire géoressources à Nancy.
Et donc pour aller en Antarctique, eh bien, j'ai postulé sur une mission pour l'Institut de physique du globe de Strasbourg pour faire du magnétisme et de la sismologie. Alors j'imagine que la France, elle va en Antarctique, mais j'imagine que l'Allemagne y va aussi, les Anglais aussi, tout le monde y va, et chacun fait ses propres recherches, ou alors est-ce que finalement vous rencontrez là-bas, vous êtes là-bas, on va dire, à l'international, et vous fonctionnez ensemble? Alors tous les pays pratiquement ont des bases en Antarctique, Chili, Japon, Inde, Afrique du Sud, les pays européens, y compris l'Italie. Et donc la base de Concordia, qui se situe au milieu de l'Antarctique, à 1000 km des côtes, est une base franco-italienne. Donc à ce titre, donc sur cette base, nous avions des collaborateurs, des collègues italiens, et également un collaborateur écossais qui était médecin pour l'Agence spatiale européenne. Donc, tout au long de cette interview, on va mettre des images à l'écran, peut-être nous expliquer d'où elles viennent et ce qu'elles représentent. Là, vous avez des images de l'Astrolabe. Donc ça, c'est le retour depuis Dumont-d'Urville jusqu'à Hobart. Et là, il n'y a pas le choix, il faut traverser la banquise. Donc quand elle est de cette taille-là, elle ne fait que 1 mètre ou 2 d'épaisseur. Donc le bateau Astrolabe peut passer et casser cette banquise. Sinon, il la contourne tout simplement. Donc il arrive des fois que le bateau fasse quelques heures dans un sens et puis arrive au bout c'est une impasse. Donc demi-tour, on repart et on recherche une autre voie. Alors ce qu'on verra peut-être aussi, ce sont des icebergs absolument colossaux, des grands tabulaires qui font plusieurs kilomètres de long. Et dont on ne connaît pas forcément la profondeur, puisqu'en fait sur les images radar on ne voit qu'un seul côté, quoi. Donc donc ce qu'on voit, c'est quelque chose qui fait 30 mètres de haut en gros, donc en gros 300 mètres d'épaisseur sur plusieurs kilomètres de long. Donc ce sont plusieurs kilomètres cubes de glace qui se déplacent et qui font le tour du continent. Donc juste pour situer un peu les températures là-bas, en été il fait 20 degrés, puis en hiver à peine moins 15, c'est ça? C'est ça. Alors ça, sur la côte, oui, on peut avoir des températures entre plus 5 et puis moins 35. Ça, c'est sur la côte, c'est sur la base de Dumont-d'Urville. Par contre, à Concordia, les températures minimum, elles sont relevées. Elles ont été à moins 85 en 2010. Et en été, on remonte à moins 18. Moins 18, c'est très chaud. Donc là, ça a été votre première mission là-bas. D'ailleurs, on vous voit là sur le bateau. Vous êtes... Oui. Non, c'est pas moi. Là. C'est pas vous. Ce sont des collègues à vous. Ce sont des collègues, oui, qui prenaient l'air parce que comme ça bougeait beaucoup, ils n'étaient pas très bien quand même. Donc là, sur ces vues-là, on a quitté les zones de glace. Et comme il n'y a plus de glace, il n'y a plus de glaçons pour tenir la mer, en fait, ça bouge beaucoup. Et là, on est entre les 50e et 60e parallèles. Donc ça bouge. Donc on voit surtout des images où vous déplacez, soit vous revenez, soit vous y allez, mais en tout cas, votre mission s'est bien déroulée à un endroit précis. Alors, oui. Qu'est-ce que vous avez été concrètement faire là-bas? Là-bas, j'étais chargé en fait, mon titre exact, c'était électronicien sciences. Donc ça, c'est un titre décerné, entre guillemets, par l'Institut polaire, qui affecte en fait les personnes à des missions bien précises. Donc moi, ma mission précise, c'était de m'occuper de faire des mesures de magnétisme terrestre, donc vérifier tous les jours les données qui venaient des enregistreurs, faire des mesures de magnétisme, donc regarder l'orientation du champ magnétique, parce qu'en fait il bouge. Petit à petit, en fait, il s'éloigne du centre, du pôle géographique, à raison de quelques kilomètres par an quand même. Et puis donc au niveau géologie, au niveau de la sismologie, vérifier que tous les instruments fonctionnaient correctement et regarder en fait les pannes, surveiller que tout se passe bien pour que les données soient renvoyées en France et en Italie sous une bonne forme, vérifier qu'il n'y avait pas de défaut. Donc on va y revenir, et là à l'écran on voyait que en fait vous n'étiez pas tout seul. Alors si, en fait, ce sont des vues qui ont été prises à Dumont-d'Urville. Donc Dumont-d'Urville, c'est une base côtière. Par contre, à Concordia, c'est une base qui est à 1000 km des côtes. Et là, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a ni faune ni flore. C'est impossible de survivre. Et les oiseaux qu'on peut voir, ils vont se déplacent jusqu'à 10 km à l'intérieur du continent. Après, ils voient bien qu'il n'y a rien, donc ils font demi-tour.
Autre particularité de Concordia, c'est-à-dire que la base est située à 3200 mètres d'altitude. Et comme tout autour de l'Antarctique, vous avez un grand courant d'air. Ce grand courant d'air, en fait, crée une dépression sur le continent qui fait que quand vous vivez à Concordia, c'est comme si vous étiez entre 3008 et 4000 mètres d'altitude. Donc en fait, il y a beaucoup moins d'air que si vous étiez à 3000 en France. Donc c'est des conditions de vie très difficiles. Très difficiles, surtout au début, parce qu'il faut que le corps s'acclimate, crée des globules rouges pour récupérer le niveau. Et la montée des escaliers est particulièrement pénible pendant les 3 premières C'est semaines. l'air très sec, et puis vous nous disiez que tout à l'heure, parfois il fait jusqu'à moins 80, c'est ça? Moins 80, oui. Moins 80, et quand il fait moins 35, vous avez chaud. On a très chaud, oui. Oui. Donc ça veut dire que le corps, il s'acclimate? Le corps s'acclimate très bien, et on sent extrêmement bien aussi les variations de pression. C'est-à-dire qu'on avait une pression de 600 millibars, 660 millibars permanente, et on savait très bien, sans regarder les instruments de météo, qu'on était dans une dépression parce que le fait de monter les escaliers nous posait des problèmes. Et là, on voyait qu'on pouvait descendre à 630 millibars. Et cet écart de 30 millibars était très perturbant pour la santé, enfin pour nous. Et vous étiez nombreux là-bas sur place, Alors, en petite communauté ou... Oui, c'est une petite communauté qui est de... On était 18 pendant l'hiver, donc pendant 9 mois. Est-ce que c'est la base Donc ça, c'est la base, oui. Et donc ça, c'était un retour de mission pour viser une station sismologique qui était à quelques kilomètres de la base. Et donc là, on est dans le grand désert blanc. Et là, il n'y a absolument rien. Donc si vous faites un trajet comme ça peut durer 1000 km. Et il n'y a absolument personne, il n'y a rien, toujours le même relief. Donc ça, c'est une station sismologique. Donc, ce ne sont que les panneaux pour recharger les batteries. On voit l'antenne aussi qui transmet les données vers la base. Et en dessous, enterrés, ce sont les sismomètres et les instruments de mesure et tout ce qui est radio, batterie pour envoyer les données sur la base, qu'on voit tout au fond là-haut. Donc on voit des panneaux solaires, mais l'énergie dont vous aviez besoin pour vous chauffer, pour, électrique aussi, pour vous... Pour faire fonctionner soit les appareils, j'imagine des quelques petits panneaux solaires ne suffisaient pas. Non, ça ne suffit pas. Donc là, pour ça, il y a sur la base des groupes électrogènes. Donc il y a 3 ou 4 groupes, je ne sais plus. Et donc des groupes qui tournent en permanence et qui fournissent l'électricité. Et en fait, la chaleur produite par ces groupes est largement suffisante pour chauffer toute la base. Et sauf à partir de moins 60. Où là, en fait, on a un chauffage d'appoint, en gros, et on n'a pas besoin de chauffage supplémentaire dans cette base. Les mesures qui sont faites, pour être... Nous ne sommes pas des scientifiques, il va falloir nous expliquer à quoi ça sert réellement, parce que ces données, vous les enregistrez là-bas, vous les envoyez, j'imagine, en France via un satellite par satellite, oui, c'est ça. Et à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que nous, Français, on a besoin d'aller mesurer Eh bien, par exemple, en sismologie, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des instruments dont on connaît parfaitement la réponse, c'est-à-dire que des instruments dont on est capable de dire, là, il fait du bruit, ou là, en fait, le signal qu'on voit n'est pas le vrai signal. Donc, l'intérêt d'aller, par exemple, sur la base de Concordia, c'est qu'on n'a aucune perturbation. C'est-à-dire que si vous posez un instrument, il n'est pas secoué par le passage d'un bus, d'un camion, d'une voiture ou je ne sais quel autre, un marteau-piqueur par exemple. Et donc on voit parfaitement le zéro de cet instrument. À titre d'exemple, quand on est à Strasbourg et qu'on regarde les instruments, on voit la vie qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir de 6h du matin, 5h30, 6h, on commence à voir des signaux qui augmentent progressivement jusqu'à 7-8h, avec des pics entre 8 et 17h. Et ensuite, on a une redescente de ces signaux. Donc la vie se calme et après la nuit, tout revient. On voit également les variations de forme de la planète finalement, puisque en fait, même en étant à Strasbourg, on voit les marées, puisque la croûte se déforme sous l'effet de la Lune. Et donc toutes ces choses-là, on les voit. On voit également la déformation des marées sur Concordia, mais ce qu'on ne voit jamais, c'est les perturbations dues aux véhicules, puisque là-bas, il n'y a pas de véhicules, sauf en été.
Donc il y a toute une zone pendant 9 mois où on a pratiquement 0 véhicule, et là on a le 0 de l'instrument. Et donc après, quand on a des perturbations même minimes, eh ben, on les voit parfaitement. Donc ça, c'est le gros intérêt de l'instrument là-bas. D'accord, donc c'est mesuré à la surface, enfin on pratique les mesures à la surface. À la surface, oui. On forêt, Alors on creuse, pour les sismomètres sont dans une cave en fait, à 15 mètres sous la glace. Ils sont posés sur la glace. Alors on voit aussi les mouvements du glacier, puisque petit à petit ça bouge forcément. Donc on voit le sismomètre qui s'incline gentiment et on le remet en place tous les mois. Au départ, ces instruments sont extrêmement sensibles. Ils ont été développés dans les années après-guerre, quand chacun, russe et américain, développait ses programmes nucléaires et faisait ses petites expériences chacun de son côté. Donc c'était surtout des instruments qui étaient destinés à surveiller les autres. Donc une explosion nucléaire est parfaitement vue, qu'elle soit souterraine ou aérienne, on la voit parfaitement avec ces instruments. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup moins de gens qui jouent avec ce genre de choses, mais les instruments existent encore. Donc maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de regarder tous les séismes, de faire en gros des banques de données. On voit très bien que chaque séisme a une signature bien particulière, ça on le voit. Et donc à partir de là, on pourrait être capable, éventuellement, en y mettant vraiment les moyens, de faire de la prédiction de séisme. Ça, c'est quand même le but final, quoi. C'est ça, quoi. Et j'imagine dans vos services, il y a des choses que vous craignez particulièrement, peut-être, ou vous êtes tous en attente il faudrait qu'il se passe un événement pour prouver quelque part que vos données servent. Je ne sais pas. Est-ce que un tremblement de terre, par exemple, il est enregistré, même s'il a lieu à l'autre bout de la Terre, est-ce que vous le percevez? Oui, donc à Concordia, on voyait tous les séismes de la façade pacifique, donc ça fait quand même une grosse zone, plus tout l'hémisphère sud. Donc les séismes, par exemple, qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande à Christchurch, et donc au mois de février, ça, on les a parfaitement vus, parce que de toute façon, on n'était qu'à 3000 km, ça c'est évident, que c'était vraiment très facile à voir. Le séisme de Fukushima, on l'a vu également. Et moi, j'ai vu des séismes qui ont duré, une période de séisme qui a duré plus de 24 heures. Donc après, moi, je voyais tellement de séismes que pour moi, il n'était pas possible de les discerner. Sachant après que j'ai vu que, il y avait un séisme, en gros, entre 1 minute et 20 secondes d'écart, et toujours avec des intensités de l'ordre de 8 sur l'échelle de Richter. Donc là, pour moi, c'était pas possible de les séparer, quoi. Vous faites une relation directe entre la France et ce que vous mesurez là-haut? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, enfin vous enregistrez des données, vous savez si ces données peuvent éventuellement impacter le territoire français. Depuis Concordia, non. Puisqu'en fait, on ne voit rien du tout. On voit pas. On ne peut pas les voir, en fait. S'il se passe des événements en France ou en Europe, on ne les voit pas. On les voit, mais très très mal, quoi. Puisque en fait, les ondes, elles courent tout le long de la croûte terrestre. Elles sont perturbées en fait à chaque fois par les couches rocheuses. Ouais. Et donc, quand elles arrivent au bout, au niveau Concordia, en fait, on est carrément à l'opposé pratiquement. Donc, elles peuvent partir dans un sens ou dans l'autre, y compris sur les côtés. Donc elles peuvent partir dans tous les sens, et donc quand ça arrive au bout, c'est trop bruité, on n'est pas capable en fait de dire où ça s'est passé. Est-ce que vous avez vécu des grandes surprises, parce que j'imagine vous avez déjà un certain nombre d'années derrière vous, oui. Donc vous avez pas mal tourné. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre parcours professionnel qui vous a quelque part un peu... particulièrement intéressé ou qui vous a choqué à un moment ou surpris il y a des choses surprenantes, oui, qui étaient il y avait deux choses surprenantes qui sont liées, en fait. Ce sont les impacts des vents solaires qui en fait, sont une dérivée des éruptions solaires. Donc le premier impact, il est au niveau des mesures de magnétisme, où là, quand on a une mesure de magnétisme pendant une éruption solaire, c'est complètement pourri. C'est-à-dire que les valeurs partent n'importe comment. Il est impossible de faire vraiment une bonne mesure ce jour-là, quoi, pendant ces heures-là. Et ça, on
On ne le sait que bien après, bien plus tard, parce qu'on n'a pas les données astronomiques en direct. Alors on les a pour les gros événements comme les éruptions solaires qu'il y a eu au mois de septembre 2010, je crois qu'il y en a eu des très grosses qui nous ont été signalées par les astronomes. Mais bon, sinon on les subit, quoi. Mais c'est dommage parce qu'en fait, on pourrait les éviter, enfin on pourrait travailler en dehors de ces heures de perturbation. Alors l'autre impact qui est vraiment là, qui est carrément fantastique, qui est vraiment merveilleux à voir, ce sont les aurores australes, où là en fait les vents solaires créent des aurores avec des couleurs, des choses fantastiques, quoi, des rouges, des verts, et des choses qui se déplacent très très vite et dans le ciel, et avec des formes, des choses improbables, quoi, des trucs un peu fous, quoi. Et on les voit arriver en plus de ça, comme c'est dans la haute atmosphère, c'est en gros entre 80 et 100 km d'altitude, donc on les voit arriver, on voit des grandes bandes qui approchent et qui passent au-dessus de la base. C'est très beau. Alors, vous êtes parti parce que vous aimez quelque part un peu aussi l'aventure, hein. Est-ce que vous allez, là vous êtes revenu, oui. Vous allez repartir ? Alors j'aimerais bien repartir, mais pas pour des missions aussi longues, parce que 13 mois, dont 9 mois isolés, c'est long. Bon, ça passe très vite quand même, mais le retour est un peu compliqué, un peu difficile de temps en temps quand même. Il y a des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire, donc ça perturbe quand même. Le rythme change. Le rythme change, oui. Bon, on n'a pas de rapport avec l'argent, par exemple. Ça, c'est un truc pendant un an, on ne sait même plus ce que c'est qu'un billet, quoi. C'est très bien, ça. Vous n'avez pas ce stress de la vie de tous les jours, la voiture, les gens qui courent. Voilà. Quand on a quelque chose à faire, on le fait. On sait qu'on a le temps. Des fois, on sait qu'on n'a pas le temps, mais qu'il faut se dépêcher quand même. Les seuls stress, ce sont des stress par rapport à des incendies éventuels dans la base, des problèmes médicaux, des accidents de personnes, des choses comme ça. Mais pour ça, en fait, on est entraîné, on suit une formation de secouriste approfondie, on va dire, avec des médecins. Sinon, la question, repartir là-haut, oui, ça j'aimerais bien. Parce que c'est quand même un univers que j'aime bien. Le froid me va bien, quoi, beaucoup plus que le chaud. C'est beaucoup plus supportable. Parce que finalement, si un avion ou aucun moyen de déplacement ne peut tourner avec à moins 80 degrés, oui. Donc ça veut dire que si vous arrivez demain quelque chose là-bas sur la base, on ne pourrait pas vous secourir. Tout à fait, oui. Donc c'est pour ça que sur la base, il y a 2 médecins. Donc s'il y en a un qui a une défaillance, on peut quand même espérer que l'autre ira bien. Et donc, tout le monde, en fait, fait partie et est censé être capable de secourir l'autre, quoi, avec une équipe médicale vraiment bien établie. Donc là, de cette équipe médicale, moi j'en faisais partie avec 4 autres Français. On était capable de faire une opération dans la salle d'opération de l'hôpital, quoi. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a usé notre temps. Pascal Robert, merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, et on vous invitera à votre retour de votre prochaine mission. Pourquoi pas, s'il y en a une. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.